Les comportements des consommateurs suivent-ils des critères de rationalité? Une question que nous nous sommes tous posée en voyant les rayons de pâtes de nos supermarchés dévalisés. Emmanuel Kemmel, chargé de recherche au CNRS et enseignant à HEC Paris, s'appuie sur ses travaux en économie comportementale pour nous dire si nous avons raison ou non de faire nos provisions. De façon générale, si on se demande s'il peut être rationnel de provisionner, la réponse est clairement oui. En économie, de nombreux agents ont recours au provisionnement, notamment les États. Les États provisionnent et ont des stocks de masques, de médicaments, de carburant. Les entreprises provisionnent également différents moyens de production, soit stockés pour faire face à des risques de variation de prix ou des risques de pénurie. Et du point de vue du consommateur aussi, on observe régulièrement des comportements de provisionnement pour faire face à des risques de variation de prix, ou même un exemple tout simple, lorsqu'un produit est en promotion, les consommateurs vont avoir tendance à en acheter plus, à faire des stocks pour pouvoir bénéficier d'une baisse temporaire des prix. Globalement, on peut considérer que le provisionnement fonctionne comme une sorte d'assurance. Il consiste à subir un coût, le fait notamment d'avoir à acheter plus que d'habitude, donc avoir une dépense supplémentaire et de devoir ensuite stocker. Et ce coût vise en contrepartie à nous assurer contre un risque, le risque d'une pénurie ou d'une fluctuation de prix. Il peut donc être rationnel de provisionner. Maintenant, définir la quantité optimale de stock à constituer ou le niveau optimal de provisionnement est une question en fait assez compliquée, notamment parce qu'elle implique de nombreuses dimensions. Ça implique le risque, la perception qu'on a du risque de variation de prix ou de pénurie. Ça implique le temps, puisque ces risques sont dans le futur. Donc on a un arbitrage entre provisionner maintenant pour un risque futur, et notamment, donc il y a d'autres dimensions précédemment évoquées, qui sont liées au coût de stockage, aux contraintes de liquidité. Il faut pouvoir disposer des fonds pour constituer un stock, au coût d'opportunité de l'argent dépensé pour provisionner, puisque l'argent qu'on a dépensé pour constituer du stock, on l'a pas pour utiliser par ailleurs. On est en fait sur une décision qui peut être rationnelle, mais pour laquelle le niveau rationnel de provisionnement est assez compliqué à définir. Il existe en économie des modèles permettant d'évaluer ce niveau optimal, mais en pratique, les résultats notamment réalisés en économie comportementale montrent que au niveau individuel, les individus ont tendance souvent à ne pas suivre les recommandations de ce modèle. Il y a donc de fortes raisons de supposer que même si dans l'absolu il peut être rationnel de provisionner, en pratique les individus n'ont pas provisionné de façon rationnelle ou optimale. J'ai jusqu'à présent considéré la décision de provisionner comme une décision individuelle, mais il faut noter que c'est une décision certes individuelle, mais qui peut avoir des conséquences au niveau de la société. Chaque individu qui décide de provisionner contribue de façon infinitésimale, mais réelle, au risque de pénurie. On a donc affaire à ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'on a peur de quelque chose et la réaction à cette peur génère justement ce quelque chose. Et cette dimension sociale, cette interaction entre les décisions individuelles et les conséquences sociales fait que la décision de provisionner peut être modélisée dans le cadre de la théorie des jeux qui modélise justement les interactions entre différents agents. Une analogie peut être faite avec la panique bancaire, qui est une situation largement étudiée en théorie des jeux, et une situation qui présente deux équilibres. L'équilibre où finalement tout le monde fait confiance au système et laisse son argent à la banque, et l'équilibre où les agents paniquent et vont massivement retirer leur argent à la banque, générant justement une faillite du système bancaire. Donc là, on est un peu dans la même situation avec le risque de pénurie. Soit on fait confiance au système et on ne provisionne pas, mais si tout le monde commence à provisionner, eh bien là, le risque de pénurie peut être réel. Donc là, on a deux équilibres. Un équilibre qui est bon pour la société, celui où il n'y a pas de crise, et l'équilibre où tout le monde panique, et là, les conséquences pour la société peuvent être dramatiques. Pour revenir à cette distinction rationalité individuelle, et en la mettant en perspective avec les possibles conséquences collectives,
on pourrait affiner l'analyse en considérant que le fait de provisionner peut être certes rationnel d'un point de vue individuel, mais est dans tous les cas un comportement qui pourrait être considéré comme égoïste dans la mesure où il maximise le bien-être individuel, mais contribue à créer une situation collective néfaste pour tout le monde. Après avoir évoqué la rationalité du provisionnement à la fois d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif sous l'angle de la théorie des jeux, on peut mobiliser une approche comportementale et lister les différents biais cognitifs qui peuvent venir impacter cette rationalité. Et en l'occurrence, ils sont potentiellement nombreux, puisqu'on sait par exemple que les individus peuvent avoir des problèmes dans la perception des risques, ils peuvent avoir tendance à surestimer des risques faibles. Donc là, appliqué ici, ça veut dire que les individus peuvent avoir tendance à surestimer le risque de pénurie et donc surréagir. Un autre biais cognitif classique observé donc dans les comportements sociaux est le biais d'imitation, ce qui fait qu'au-delà des perceptions individuelles, les individus peuvent avoir tendance à imiter le comportement de leur père. Donc là encore, très concrètement, dans un supermarché, on va plus avoir tendance à chercher à approvisionner si on voit que les autres individus procèdent ainsi, créant une fois encore un effet boule de neige, un effet de renforcement qui peut mener vers le risque réel de pénurie. Un dernier élément comportemental qui peut être mobilisé pour expliquer ce type de comportement est le fait qu'au-delà du conséquentialisme, c'est-à-dire qu'au-delà des conséquences même des choix, parfois la prise de décision elle-même peut suivre une certaine rationalité. Et par exemple, on peut supposer, comme cela a été fait dans certaines études de marketing, que le simple fait de consommer en période de crise est une façon en quelque sorte d'affirmer son libre arbitre, indépendamment des bonnes ou mauvaises raisons économiques de la consommation, mais pour le consommateur, la décision de provisionner ou l'acte de provisionner est une façon d'agir et est une façon donc d'affirmer son autonomie et son libre arbitre d'une situation anxiogène où finalement on peut pas faire grand-chose, donc au moins en provisionnant, on se donne l'impression d'avoir fait quelque chose pour faire face à la crise. Pour conclure cette analyse, on pourrait résumer en disant que oui, il peut être rationnel d'un point de vue individuel de provisionner, mais que dans un contexte de crise, cette rationalité individuelle peut être considérée comme égoïste, car pouvant avoir des conséquences collectives néfastes, et que quand bien même la décision individuelle pourrait être rationnelle, eh bien provisionner de façon rationnelle et optimale relève d'une décision très complexe qui implique de nombreuses dimensions, et qu'au vu des différents biais comportementaux généralement observés chez les agents, il y a fort à penser que les agents ne provisionnent pas de façon rationnelle.